c'est la permaculture, ça s'étend là-dessus, quoi. Donc c'est du maraîchage plutôt avec le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais qui s'inspire de tous les principes de la permaculture qui vont pouvoir aller au-delà un petit peu de juste du maraîchage, quoi. Dans l'intégration de les humains, enfin, tout ce que j'ai dit, quoi. Voilà. Je sais pas si ça vous va comme réponse. Mais... Ah bah c'est très très bien. Super. C'est parti. Peut-être à lancer, Gilles. Yes. Eh bah c'est parti. C'est bon, bonjour. On y va? Allez, c'est parti. Allez, suivez-moi. Alors cette année c'est un peu particulier parce qu'il a fait très très sec, très chaud et très sec. De toute façon c'est de plus en plus comme ça, mais il y a quand même eu plein de récoltes. Là ce qu'on peut voir ici c'est que les petits arbres que j'ai plantés il y a quelques années ils commencent à donner des fruits, des petites pommes et tout ça. Et les petites surprises là c'est la petite vigne qui était venue toute seule. Mais vous voyez c'est du petit raisin sauvage comme ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais la laisser, je vais la regreffer et comme ça je mettrai une autre variété. Là dans les serres, là, j'ai le raisin qui a commencé à bien donner depuis le mois de juillet jusqu'à maintenant, on va les voir. Et du coup, ça m'a permis de sélectionner un petit peu les variétés que je préférais. Donc, une fois que le pied il est en place, je le recoupe, je le greffe. On peut choisir un petit peu ce qui fonctionne bien, quoi. On va avancer un petit peu. Alors, au printemps, il y a eu plein de fraises, énormément de cassis, groseilles, des petits fruits, des framboises, tout ça. Tout ça, cette année, ça a donné à bloc. Et ce qui était particulier, c'était le 10 avril, il faisait 30 degrés ici. Du coup, j'ai planté les tomates super tôt. J'ai jamais eu les tomates aussi tôt, quoi. Les tomates, les concombres et tout ça. Tu les as eu quand? Je les ai eus fin juin, j'avais déjà Fin juin. les tomates et les concombres, je les ai eus vers le 10 juin déjà. Et du coup, c'est un peu bizarre, c'est un peu tout en avance. D'habitude, le concombre, il a l'oïdium comme ça, mais alors au mois de plutôt octobre, et là, tout est, voilà, les plantes, elles ont donné vachement plus tôt et elles tombent malades un peu plus tôt aussi, quoi. On peut rentrer là-dedans, dans la serre. Là, on voit les petits pieds de vigne qui ont déjà bien poussé. L'année dernière, c'était les petits rameaux vraiment gros comme ça. La verveine, j'ai déjà coupé, là, elle a tout bien repoussé. Ça, c'est cool, ça fait plein de production. Tu la coupes à quel moment la verveine? Je la coupe, quand est-ce que c'était? Je l'ai coupé en juillet, j'ai coupé au ras et puis là ça a repoussé déjà comme ça. Ok. Donc, je vais pouvoir recouper après avant l'automne et on fait des petits sachets, on fait plein de trucs. Là il y a plein de tomates encore. Et donc les variétés, c'était pas spécialement des variétés qui sont hâtives, c'était tout type ou Ouais, j'ai un peu tout type de variétés, des hâtives, des mi-saison, des tardives, ce qui permet de répartir un petit peu la production. Là c'est un peu le bordel parce que je suis parti en vacances et tout. Ouais. Il y a des tomates cerises à gauche, il y a des concombres. Et ce qui est assez rigolo c'est que selon les variétés et les années ça change tout le temps, quoi. Et par exemple là la corne d'or là, j'ai appelé comme ça, je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, c'est une tomate cornue avec des stries un peu dorées. Et il y a quelques années elle donnait pas très bien, elle avait le cul noir, c'était pas terrible. Puis je l'ai quand même remise. Et cette année, elle a donné en premier, elle donne à fond et voilà. Il y a d'autres tomates qui d'habitude donnaient beaucoup, là elles donnent moins. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs variétés parce que selon les années ça change complètement. Celle-là elle était malade, elle poussait pas bien et là je récolte des tomates et des tomates et des tomates depuis, depuis fin juin. Du coup voilà. Il faut faire confiance parfois. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas une année, ça veut pas dire que l'année prochaine ça va pas fonctionner. Donc c'est pas mal de réessayer plusieurs fois parfois. On va marcher par là. Ouais. Ah, j'ai du magnifique basilic, je sais pas si on en voit. On va voir ça, ouais, regarde là. Donc là on voit il y a les. Alors ça a pas. J'ai pas fait très bien partout mais on a les concombres qui poussent sur le grillage, donc ça pousse en hauteur. Il y a le basilic au pied, ça permet d'avoir des étages de culture, il n'y a pas que des concombres. Le basilic là ça fait au moins 4 fois que je le taille au pied et puis il repousse à chaque fois. Alors les gens quand on coupe du basilic, il faut tout cueillir au pied comme ça, tchac. Souvent les gens ils enlèvent les feuilles au fur et à mesure. C'est un peu une bêtise parce que ça va monter à graines après. Si vous coupez tout au ras, hop ça repart
du début, ça relance tout le processus de vie, quoi. Ça repousse bien. Ce qui c'est rigolo, c'est ces blettes là, ça fait au moins 4-5 ans qu'elles sont dans la serre. Elles sont dans le chemin, mais moi elles me gênent pas trop, alors je les coupe au ras pareil. Tous les blettes, toutes les plantes comme ça qui repoussent, faut tout couper au ras. Après ça repousse bien. Un peu comme les trônes, les arbres. On va aller à droite, on va faire. Là, j'avais mis des courgettes sous serre pour les avoir plus tôt. Bon, là, elles ont bien pris l'oïdium et tout ça. Et puis j'avais eu l'idée de mettre des courges langue de Nice. On les voit un peu, ça fait des arches pour passer au-dessus. Bon, ça n'a pas aussi bien fonctionné que ce que je voulais, mais c'est quand même cool. Là, il y en a une grosse qui pendouille. Normalement, c'était pour les cueillir en courgettes, mais pareil, les vacances, bon, il y a eu des petits oublis. Et on voit bien la taille. Alors plus c'est en hauteur, plus la gravité entraîne le fruit, plus il est bien long, bien droit, et il peut être encore plus long. On voit c'est assez costaud, hein, même un gros fruit, la plante les supporte. Est-ce que tu peux manger une courge même en courgette? Il y a certains potirons, tu peux les manger jeunes, c'est assez bon à manger comme ça. D'accord, ok. Ouais. Courge, courgette, petite courge. Ouais, ouais. Et la langue de Nice, elle est sympa parce que ça fait vraiment comme une longue courgette et c'est un peu plus plein que la courgette. Voilà. Il y a les graines qu'à un endroit du coup. Il y a les graines qu'au bout là, donc c'est assez rigolo à manger comme ça. Ouais. Ça se mange bien. Et les tomates, ça a un peu moins bien marché. J'ai fini par remettre un grillage avec des haricots grimpants. Et alors là, il y a un raisin qui est vraiment très très bon. Il n'y a plus beaucoup de grappes parce qu'on les a tous bouffés, mais c'est du chasselas de Hambourg. Et là, c'est assez cool parce qu'il pousse vraiment avec les tomates et tout ça. On a mangé déjà toutes les grosses grappes. Et tu vois, ça fait vraiment des gros grains de raisin, quoi. Voilà, là, les grappes, elles sont toutes petites, mais il y en avait qui étaient comme ça, quoi. Je sais pas combien ça faisait en poids, mais c'est assez énorme. Voilà. Voilà. Et derrière, là, on voit pas, mais il y a des fraises. Un peu cachées. Et je vais t'en cueillir. Tu vois, au pied, là, hop, il y a des petites fraises. Ça, on peut vraiment les mettre un petit peu partout, les fraises. Voilà. Surtout dans les bouches. Elles sont super bonnes. C'est une variété qui s'appelle Mont Everest. Alors, tu filmes là, c'est bon? Ici c'est un peu chaud là parce que en fait j'ai mis 2 vignes par serre et ça fait un peu beaucoup en fait au niveau ombre. Malgré que j'ai taillé tout ça, bon il y a quand même des tomates là, on voit bien les tomates là entre les raisins et tout ça. Mais c'est un petit peu trop, alors je pense que soit je vais descendre les vignes le plus bas possible, soit je vais en laisser qu'une. Et je vais sélectionner un peu, là on voit vraiment les grappes de raisins, là, sachant qu'il y a eu les tomates, des haricots et tout ça au pied. Ça c'est un petit raisin, alors celui-là je vais peut-être l'arrêter, je sais pas, parce qu'il est un peu chiant, parce que les grappes elles ont tendance à moisir un peu. Et celui-là il est magnifique. Et on voit bien toutes les grappes de raisin là. Tu vois, ça c'est la vigne Isabelle. C'est du raisin complètement prohibé par l'État français. Voilà. Comme jamais malade. Et si vous goûtez, vous allez voir, c'est vraiment interdit, hein, il paraît. Bon. Ah ouais? Le film, on a le droit de le cultiver, mais si vous avez, pas le vendre quoi. on peut pas le vendre, on peut pas, voilà. Alors, je le vends pas, hein, c'est juste pour nous. Mais... Oui, bien sûr, bien sûr. En plus, c'est une vidéo sur internet et tout. Alors, on peut filer, c'est pas obligé que ça apparaisse à la vidéo. Non, mais c'est marrant. Et là, on voit bien, regarde toutes les grappes, tu vois. Alors il est interdit, mais les producteurs de vin en général en font pousser pas mal de plants un peu en scred, parce que ça produit une quantité astronomique de raisins. Et ça a un goût vraiment qui n'a rien à voir avec le raisin d'habitude. Là on voit bien toutes les tomates et tout ça. Alors elles ont pris un peu, hein, parce que bon, avec les températures et tout ça. Faut avancer. Alors, il y a quand même de la concurrence, tu vois, avec le soleil. Donc ça c'était un peu un test de mettre les vignes comme ça,
faire une si grande densité. Et ça fait quand même de la concurrence pour les plantes qu'il y a autour. Donc je vais peut-être réduire un petit peu, tu vois, l'assemblage pour avoir un peu moins de concurrence. Parce que je trouve que c'est un peu trop. Voilà, les tomates, elles sont quand même un peu mieux quand il n'y a pas la vigne au-dessus, quoi. Voilà. Voilà, c'est un peu en fin de culture, quoi. Mais alors, cet été, j'ai fait des dizaines et des dizaines de pots de sauce tomate tellement il y en avait, quoi. Puis des grosses et tout. Voilà. Du coup, tu fais de la conserve aussi? Bah pour moi, ouais, les sauces tomates, comme en plus ça se fait assez bien, c'est qu'en été, quand il y a toutes les grosses, quand j'ai le pic de production des tomates, j'ai moins de clients qui sont tous partis en vacances. Ouais. Et donc je fais plein de conserves. Je fais des sauces tomates, je stérilise en pot comme ça. Comme ça, tout l'hiver et jusqu'au printemps, on a des tomates pour la famille, quoi. Ça permet d'avoir de quoi manger pour tout l'hiver. Et puis tout le reste, je le vends. Voilà. Mais je ne vends pas les conserves. C'est juste pour nous. Ça évite aussi des problèmes de législation et tout ça. Bien sûr, ouais. Encore toute une galère. Et puis vous, ça vous évite d'avoir à les acheter, quoi. C'est de la tomate sèche. Voilà, on n'achète pas de sauce tomate. Alors dans les variétés de raisins aussi, il y a plusieurs variétés. Et celle-là, elle a donné très tôt. J'ai cueilli, là on dirait pas, il n'y a plus que des toutes petites grappes de raisins là, mais j'en ai cueilli plein, des grosses grappes, quoi. Et l'air de rien, bah, chaque marché, tu vends 10 kilos de raisins, tu vois, ça rajoute pas du beurre, mais quand t'as pas d'épinards, t'as des raisins. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal parce que t'as tes tomates, tes haricots, tes concombres et tout ça. En plus, il y a les raisins. Sur le même volume, en fait. Du coup. Sur le même volume, et puis en fait, en pas longtemps, quoi, en 2-3 ans, tu peux déjà vendre le raisin ou faire des trucs avec ou le manger. Ça évite d'acheter les fruits, quoi. C'est super cher les fruits. Et ça, c'est super bon pour la santé, quoi. Voilà, c'est tellement bon en plus. Donc on se fait bien, on se régale bien. Voilà. Alors, voilà, c'est encore une autre variété. Alors, faut essayer, hein, faut essayer plein de variétés. Voilà, a priori, on prend des conseils qui sont bonnes, mais parfois on essaye. Et puis au pire, si c'est pas bon, bah, je la coupe, hop, je la regreffe, on change de variété. Puis il y a vraiment plein de variétés avec des précocités différentes. On voit qu'il y a des variétés qui ont l'air d'avoir les feuilles qui brûlent plus que d'autres, non? Alors c'est des décolorations qui ne sont pas forcément des problèmes. Il y a des plantes comme ça qui vont avoir des couleurs naturelles. Et ouais, elle brûle un petit peu, mais bon, en fait, il a déjà donné tout son fruit. On va tout filer par là. Il est un peu volubile, il grimpe partout. Derrière, il y a de l'aubépine, on voit, et puis il y a des cynorhodons. Pour les insectes, etc. Et comme c'est des buissons un peu épineux, bah, les oiseaux ils adorent faire leur nid là-dedans. Donc juste d'avoir des petits trucs comme ça, bon, faut les tailler un petit peu pour pas se... Ça a quand même des épines, la rose a des épines toujours. Et là j'en ai profité pour faire des petites mares. Les plantes au fur et à mesure vont filtrer l'eau. Et on verra dans les mares là-bas que l'eau au bout de 2-3 ans est complètement translucide. Et là, au bout de 3-4 ans, au début on a eu des têtards, et là cette année on a des tritons dans les mares. Même avec des plastiques. Ouais. Même avec du plastique. On va passer de l'autre côté là-bas. Celle-ci, ça serait pas du Congo? Ah non, non, ça ressemble un peu. Hein. Non, c'est des iris d'eau. Ah d'accord. Okay. Comment chaque élément de ce jardin va pouvoir être positionné d'une telle manière pour que ça prenne sens et que ça soit le plus productif possible. Parce que là, l'objectif ici, c'est d'obtenir une production de plantes après qui est vendue ici. Donc là, j'ai une vente de légumes, fruits. Alors ce que j'appelle le petit fruit, c'est tout ce qui est framboise, cassis, groseille, raisin, etc. Et les fruits, ça va être les pommes, les poires, les kakis, tous les trucs comme ça. Et légumes, etc. Donc tout ça est vendu ici. Il y a aussi mon frère qui fait du pain. Là, vous voyez la petite cheminée là-bas. Donc ça, il fait du pain, brioche, des sablés, etc. On revend le miel des voisins, etc. Donc, et même dans la manière de commercialiser, on va pouvoir aussi utiliser tous les réseaux, tous les gens qui sont autour pour créer
encore une fois, plus de fertilité. Fertilité au sens large, ça veut dire de la productivité, etc. La fertilité, c'est aussi ma fertilité en tant qu'être humain, c'est-à-dire la capacité à être motivé pour aller travailler, à avoir des idées, vous voyez, à rebondir quand je vois un truc, etc. Si je ne suis pas en forme, c'est pour ça que la permaculture elle commence aussi directement en soi. Alors, je m'appelle Jean-François Blassel, j'ai créé une formation qui s'appelle Architecture post-carbone à l'école de Marne-la-Vallée. Donc venir ici, c'est une façon de voir un rapport entre les humains et le vivant non humain, les plantes, etc. Je trouve que ce sont des règles qu'on peut transposer directement à l'architecture ou à la ville. Là, j'ai fait un petit rideau de végétation. Alors, c'est pas vraiment moi qui l'a fait, mais il y avait le pommier qui était là. Et puis, il y a des plantes qui ont poussé toutes seules. Dans le compost, il y a toujours des graines qui traînent. Donc là, il y a des pâtissons. On en voit un ici, là. Et là-bas, il y a des sucrines du Berry. Donc on voit, elles sont balèzes. Ça, c'est des cosmos. Et en fait, c'est en tête de gondole des planches de culture. Du coup, ça me dérange pas trop. C'est un peu chiant pour passer parfois, mais on fait le tour. Et ça fait vraiment un rideau végétal. Alors, on peut s'amuser avec les courges comme ça, à les faire grimper, les courges, les pâtissons, etc. À les faire grimper dans les autres plantes. Voilà. Et si tu vois, il y en a plein, hein. Elles sont belles. Hein. Ça, elles sont venues toutes seules. Voilà. Ok, donc c'était pas du tout prévu. C'était pas prévu, voilà, donc, mais c'est plutôt sympa. C'est souvent quand c'est pas prévu, parce que sinon c'est un peu linéaire. Et là, si tu regardes derrière, en passant à travers, là on a du céleri branche et des poireaux. Et après il y a des fenouils, du céleri rave, céleri branche là-bas. Et bon, tu vois, il y a un peu de concurrence au début quand même des poireaux là. Mais après ça va mieux. Voilà. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi des espaces où il y a quand même que des poireaux. Ça permet d'avoir des beaux poireaux. Alors les poireaux, je ne sais pas si j'avais dit comment je faisais, mais il y a la paille là. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé le sol, juste avec une grelinette, ou même pas, hein, si le sol est meuble, il n'y a pas besoin. J'ai mis du compost, là en l'occurrence c'est du fumier de cheval des voisins, qui est bien décomposé, qui a 2 ans de décomposition. Et ensuite, je mets des tuyaux goutte à goutte, quand même, de temps en temps. Tous les 2 rangs de poireaux, il y a un tuyau goutte à goutte. Et après, on fait les trous directement à travers la paille, avec des plantoirs qu'on a avec le pied. Et il y en a qui plantent les poireaux. Voilà. Et il y en a des balaises déjà là-bas, là, si on voit. Voilà. Et en fait, on plante directement à travers la paille. Et là, il y a peut-être eu juste un petit désherbage sur peut-être quelques plantes qui ont poussé, quoi, mais c'est tout. Et l'arrosage, du coup, avec la paille, il n'y a rien qui s'évapore. C'est vraiment limité, quoi, comme ça. Et t'arroses pendant combien au niveau de la fréquence Voilà, pendant l'été, où il faisait plus de 30 degrés, là, j'arrosais peut-être tous les 2-3 jours pendant 20-30 minutes. D'accord. Avec le goutte à goutte, hein, donc c'est peu d'eau, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Okay. Mais voilà, ils ont trouvé de quoi faire. Alors il y a certaines plantes qui poussent mieux que d'autres. Hein, c'est toujours pareil, quoi. Par rapport justement à l'arrosage. Donc c'est tout le jardin que tu arroses tous les 2-3 jours ou tu fais au cas par cas les plantes? Non, c'est au cas par cas. D'accord. En fonction des plantes. Voilà. Et surtout les légumes. Ça te représente à peu près combien de litres? Ça, je peux pas trop te dire, mais ça fait quand même du volume. D'accord. Là, tu vois, en fait, j'ai... Alors pour le remplissage, j'ai la récupération des eaux de pluie. Mais là, comme il ne pleut pas, moi j'ai aussi un puits. Donc un puits, mais il n'est pas très puissant. Alors je remplis au fur et à mesure dans la fosse. Comme ça, tous les 2 heures, je remplis 1000 litres, puis ça se remplit, et il y a un timer, ça fait tout seul. Et là, comme j'ai fait une cuisine, là, comme je fais des stages, et puis qu'on aime bien vivre dehors un peu, j'ai fait une cuisine d'été. C'est encore en construction. Et donc on voit que là, il y a un évier, donc il y a l'eau potable. Et ce que j'ai fait, là, j'ai pas fini, parce que j'ai eu un peu une galère. Je suis en train de faire une petite mini station d'épuration, là, avec... alors c'est des bacs, en dessous il y a du gros silex, de la grosse pouzzolane et de la petite pouzzolane. Et ce qu'on appelle une phytoépuration. Après, il faut mettre des plantes. On ira voir, peut-être il y en a une chez mon frère qui est finie. Là, elle n'est pas finie. Les gros tubes, là, ça sert de bac de dégraissage. C'est-à-dire que la graisse va rester dans les gros tubes, elle va aller en surface. La graisse, elle flotte toujours au-dessus de l'eau parce qu'elle n'est pas la même densité. Et après, on va planter des plantes filtrantes dans la pouzzolane. Et le mélange des racines et des bactéries qui vont se loger là-dedans vont absorber, transformer les excès de potasse, etc. Tout ce qu'on peut avoir avec des savons ou des choses comme ça, quoi. Et après, normalement, l'eau, une fois filtrée,
elle va retourner dans la cuve d'arrosage pour arroser le jardin. Donc ça permet d'avoir un circuit fermé. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire sur un petit aménagement comme ça, assez simple, quoi. Qui permet de faire une circulation de l'énergie, quoi, la stocker le plus longtemps possible. Principe de base. Voilà. Ça marche très bien. Mais si vous arrivez à comprendre un petit peu comment fonctionne l'autre, et c'est ce qu'on fait avec la permaculture, on observe comment fonctionne l'autre. Et l'autre, c'est pas forcément un être humain. L'autre, c'est la terre, c'est une forêt, c'est un écosystème. J'ai essayé de me mettre un petit peu dans un autre angle de vue pour regarder, tiens. Et donc votre regard il change et vous êtes attentif à des détails où vous n'étiez pas attentif avant. Ça, c'est intéressant. C'est le positionnement. Ouais, comment vous voyez ça. Ça peut être inspirant. Mais ça peut venir de la permaculture ou d'autres choses, quoi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Bon, on continue si vous voulez. Ouais. Et donc les bacs, tu as pris simplement des gros bacs. Ouais, ça c'est des gros. Alors c'est pas idéal en fait parce que celui-là, il faut que je le refasse, il s'est fendu. Parce que j'ai mis des gros silex et je crois que j'ai fait ça un peu vite, j'ai dû en balancer un au fond. Et celui-là il fuit, donc il va falloir que j'enlève tout et que je recommence. J'ai pas encore eu le courage de le faire. Voilà. C'est pour ça que du coup tu l'as laissé un peu en suspens. C'est pour ça que j'ai coupé le truc au-dessus pour qu'il se vide. Ouais. Parce qu'il faut que j'enlève tout et que je le refasse. Ouais. Et là j'ai pas encore mis les plantes, donc c'est pas l'idéal, quoi. Voilà. Ah là il y a un gros tournesol. Je sais pas si tu le vois là, mais il est bien balèze. Bon, ça c'est plus pour le fun qu'autre chose. On peut manger les graines et tout, mais. Il est plus grand que toi. Ouais, j'en ai eu des plus grands encore, hein. J'en ai eu un, j'avais calculé avec un mètre, il faisait 3 mètres, 4 mètres, je sais plus combien. Ouais, Arrêtez peut-être de Russie. ouais, je sais pas d'où il vient. Les graines, Voilà. Du coup après tu les récupères quand même. Ouais, tu peux récupérer les graines, tout ça, tu peux les manger en les faisant griller ou Ouais. en les faisant germer, sinon ça marche bien. Tu les fais germer, il y a la cosse qui s'enlève. Ah oui. Sinon il y a quand même la cosse autour, hein, c'est un germe, peu chiant, hein. Voilà. Et là on voit que là il y a une parcelle qui est nue, en fait il y a des petites graines qui poussent. Alors, au mois de septembre, je vais semer de la roquette, des épinards, de la mâche, de la roquette sauvage, de la roquette cultivée, toutes sortes de petits mesclins, de la moutarde, des salades, des choses vraiment qui vont pouvoir pousser rapidement avant qu'il fasse froid et qui résistent au froid. D'accord. Et ça va me faire des petites salades. Alors, on ne les voit pas, les petites graines qui germent là, mais il va y avoir plein de roquettes là, si vous venez dans 2-3 semaines. Ça aura déjà bien poussé. Puis après, je tonds ça, puis on peut récolter 2-3 fois. Et Voilà. donc tu mélanges toutes ces mêmes variétés sur la même plante. Non, là il y a juste de la roquette. Il y en a une où il y a une autre sorte de roquette. D'accord. Voilà, parfois on peut mélanger, faire un mesclin, mettre plusieurs types de plantes ensemble. Mais il faut s'assurer qu'elles aient le même cycle de croissance. Parce que si tu en as une qui pousse plus vite que l'autre et tout ça, après pour récolter c'est galère. Donc là parfois il vaut mieux faire un peu de roquette là, un peu d'épinard là. À la limite tu fais ton mesclin après. Mais parfois c'est plus efficace de mettre les choses côte à côte que tout mélanger ensemble, quoi. Enfin, ça dépend des surfaces que tu as, quoi. Mais voilà. Plus c'est grand, plus c'est galère. Plus il y a des problèmes qu'on n'a pas. Là, c'est des potimarrons kabocha. C'est des potimarrons japonais. À l'intérieur, c'est orange. Alors ça, c'est vraiment trop bon, quoi. Nous, ce qu'on a fait l'hiver, c'est qu'on les met direct au four entier, comme ça. À la limite, t'enlèves les graines. Four à pain ou four à la maison. Hein. Four, voilà. Et ça cuit. Après, tu manges ça à la cuillère. C'est du dessert, quoi. C'est comme de la châtaigne. Ouais. Là, on voit, il y a les petites kabocha, les poires. Les poires, on en a récolté un peu parce qu'elles se faisaient bouffer par les guêpes et les frelons. Donc je les ai récoltés une partie pour les laisser mûrir à l'abri des bestioles. Les petits cosmos. Là, je sais pas s'il a poussé, mais j'avais un truc japonais. Voilà, par exemple, là j'ai mis des petits pois. Donc, eux ils vont pousser et puis à côté je mets des haricots, ils vont rester plutôt nains et tout ça. Et quand je vais faire des mélanges, en général c'est plutôt au printemps avec des légumes qui poussent lentement et des légumes qui poussent vite. Là on voit vraiment l'impact négatif de l'arbre sur les cultures. Si vous voyez la gueule des haricots là, pourtant le haricot ça supporte pas mal d'être dans les racines. Les fraisiers et les haricots. Donc on voit vraiment le cercle là, même les petits pois, où ça pousse pas, quoi. Donc, je sais pas ce que je vais faire avec cet arbre là, mais.
Voilà, donc là en plus comme c'est un climat un peu dur là en ce moment, il fait super sec et tout ça, donc il y a quand même de la concurrence. Voilà. Il fait de l'ombre, mais l'ombre qu'il donne vaut pas le coup quoi, par rapport à la flotte qu'il boit. Donc on voit bien là, la différence. Voilà, on n'est pas tout seul. Voilà. Là, je me suis amusé à faire une autre petite mare aussi. Celle-là, elle est un peu plus claire. Alors au début, quand vous faites des mares, il y a un peu des moustiques quand même qui viennent. Puis normalement, au bout de 2-3 ans, c'est un peu comme les limaces, les moustiques. Ça finit par s'autoréguler s'il y a de la vie dans la mare. Donc j'ai mis des plantes. Là, je mets des plantes qu'il y a dans les rivières et les étangs autour de chez moi. Donc là, c'est des iris d'eau, il y a des phragmites, je sais pas si j'en ai mis là, mais dans les autres, d'habitude, j'en ai. Il y a des petites algues aussi qui sont à l'intérieur mais qu'on ne voit pas. L'air de rien, toutes ces petites poches d'eau un peu partout, ça attire vachement de bestioles. Et du coup, tu disais par rapport aux limaces, ça veut dire que toi, tu n'as pas vraiment un souci avec les limaces dans le jardin? Non, j'ai plus de problème de limaces. Ok. D'accord. C'est beaucoup les limaces en fait, quand tu fais un stress sur ton jardin, que tu apportes beaucoup de matière organique d'un coup, le sol il a du mal à digérer tout ça, etc. Ou tu apportes beaucoup de paille, et donc ça crée des habitats alors qu'il n'y a pas encore la faune autour. Donc là maintenant il y a des hérissons, il y a des grenouilles, il y a des vers luisants, il y a plein de bestioles. Donc ça c'est au niveau de la faune qui va s'installer pour réguler tout ça. Après il y a aussi le sol qui a plus l'habitude, qui est beaucoup plus riche en bactéries et tout ça. Donc la matière organique est beaucoup plus facilement digérée par le sol parce qu'il est plus vivant. Et donc les limaces ont un peu moins leur rôle. Et après il y a aussi la technique du maraîcher, du jardinier. Si vous plantez des plantes trop tôt dans la saison, que le sol il est froid, humide, etc., la plante souvent elle va devenir un peu palote. Et en fait une plante qui est palote comme ça, c'est qu'elle est prête à mourir, donc les limaces arrivent pour finir le travail. Donc si vous attendez le bon moment pour planter, les bonnes variétés, etc. Donc ça c'est la technique aussi qui s'affine avec le temps, qui fait que vous avez, en général, il y a beaucoup de gens qui se font bouffer toutes leurs plantes, c'est juste que c'était pas le moment de les planter, quoi. Après c'est les fruits, bon, c'est pareil, hein, quand vous mettez plein d'arbres fruitiers, faut faire des trucs avec les fruits, quoi. Ils arrivent tous d'un coup, pour les stocker c'est pas évident. Alors il faut une chambre froide ou une cave, mais voilà c'est pas évident de les stocker facilement. Et donc ce qu'on a fait aussi par exemple, on a fait des compotes, tu les fais cuire, tu les fais stériliser dans l'eau bouillante. Tu fais un feu, tu mets ton truc dessus, bon, ou au gaz, mais voilà. C'est assez facile à faire en fait, les pots, tout le monde les jette, etc. Et ça tu peux le stocker facilement, sans trop. La lune, vous savez comment c'est construit. Hein. Souvent je vois ça, les grandes fermes là, où ils vous vendent ça comme un truc qui va sauver de la faim dans le monde et tout ça. Et vous regardez, c'est que de l'alu et du verre. Alors qui va pouvoir se payer de l'alu et du verre, vous voyez, sur Terre, mis à part 1% de la population, quoi. Parce qu'en fait, ici, le modèle il est un peu singulier en France. Et si vous regardez à l'échelle planétaire, c'est le modèle dominant. Vous avez une ferme de moins d'1 hectare avec une famille, des gens qui vivent un peu en collectif, etc. Avec une architecture bidonvillienne. Ça, c'est le modèle dominant en architecture, hein, sur Terre. Je sais pas si tu me contredis, mais voilà. La plupart des gens vivent là-dedans. Et voilà, c'est intéressant de prendre un peu du recul pour voir. Variété de blettes, ça, du coup? Ça, c'est des blettes, ouais. La frisée? Ouais. D'accord. Je crois qu'elle s'appelle Lucullus. Là, elle est un peu petite, mais normalement, elle fait des belles cardes. Moi, j'aime bien parce qu'elle est bien sucrée, celle-là. Ouais. Je Elle l'avais jamais vue avant. Alors là, il y a de la blette jaune aussi. Ça, c'est très bon. Elles sont un peu petites, mais la feuille, en fait, il y a beaucoup de feuilles sur ces blettes-là. Ouais. Et les feuilles sont très très bonnes, très sucrées. D'accord. Voilà, moi, j'aime bien ça, cette variété-là. Après, l'idéal, c'est d'avoir pareil, hein, toujours 3-4 variétés. Là, c'est cool, tu vois, quand c'est comme ça, quand on voit pas le sol. Les poireaux, là, ils ont une belle implantation. Alors à gauche, il y a une bâche, ça c'est pour couper la photosynthèse. Ça me permet, voilà, je mets la bâche, je la retire, je sème. Moi, comme c'est un tout petit jardin, j'essaye d'avoir un peu de tout par rapport à mes demandes aussi pour les clients. Et du coup, c'est vrai qu'il me faut beaucoup de carottes, beaucoup de poireaux, etc. Et là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais limite en 3 semaines, j'ai vendu tout, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Quand même s'ils sont plus gros. Ça va très très vite. Là, on voit le petit silo aussi. Bon, vous l'avez déjà vu, hein, sur YouTube. Voilà. J'ai des pâtissons, des courgettes.
des potirons, puis on va le remplir au fur et à mesure de l'hiver. Des concombres. Voilà, ça c'est des plantes en fait, les pâtissons, les concombres, les courgettes et tout ça qu'on va cueillir un peu tous les 2 jours pour éviter d'avoir les courgettes qui font la taille d'une cuisse, quoi. Et donc, ça permet d'avoir un petit frigo. Ça évite d'avoir un frigo. C'est à quelle température à peu près là-dedans? Bah je sais pas. Mais moi, je suis pas le pro des chiffres. Faut me demander de chiffres. Tu me dis si ça marche, je te dis oui, mais. On peut aller voir là-bas. Tous les ans ils sont de plus en plus gros, on en a accueilli plein, on a des cassis, des casseilles et tout ça. C'est un peu pareil, hein, ces petits fruits, plus vous en mettez, après plus il faut les récolter et tout, hein, donc faut gérer derrière. Alors j'ai fait je les ai vendus, je les vends en barquettes, hein, petites barquettes en frais, on les mange, on fait des gelées de fruits. Et là cette année on a fait du jus et on l'a mis, tu mélanges ça avec de l'alcool fort et du sucre et ça te fait des petits sirops de cassis, quoi. C'est assez sympa, quoi. Ouais, ça c'est bien pour conserver. Ouais. Après on a fait des sorbets aussi, sorbet cassis, sorbet framboise. Bon c'est bien, voilà, on a bien mangé pendant le confinement, c'était plutôt cool. Les petits sorbets là, il faisait chaud. Et ça on a fabriqué ça un peu en vitesse, parce qu'on donne des stages et que toutes les salles étaient fermées à cause du virus là. Et donc on a monté ça pour pouvoir faire nos stages de Feldenkrais, Tai Chi. Voilà, c'est des méthodes hein, vraiment pour le mouvement, quoi, pour apprendre aux gens à bouger, se faire du bien par le mouvement. Démonter un petit peu toutes les habitudes posturales qu'on adopte au fil du temps pour mieux se sentir, être plus aligné, éviter les douleurs et tout ça. On fait ça, on donne des cours. Là, tout à l'heure il y a un cours aussi là. Voilà. Ça en attendant d'avoir une salle un peu en dur, mais pendant l'été, jusqu'au mois d'octobre ça passe. Ça fait un espace, quoi. Voilà. La petite cabane qui a bien servi pour les gens qui viennent m'aider au jardin. Même nous cet été on a pas mal dormi dedans. Quand il faisait super chaud, là, on était bien là dans la... Ça permet de partir en vacances au fond du jardin, c'est plutôt sympa. Et là j'ai mis des pâtissons et un peu de maïs. Alors ce que j'ai fait, comme j'avais mis là, comme le jardin est très grand, j'utilise quand même des bâches, de la toile tissée là comme ça. Ça permet de poser la toile, planter la courge et puis on s'en va, quoi. On revient pour récolter. Bon c'est du plastique, c'est un peu moche, mais voilà, ça aide un petit peu quand même. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un petit espace entre les bâches et j'ai mis du maïs. Donc là on voit bien le profil, quoi. Donc il y a les courges qui poussent au pied du maïs. Et là ça n'a jamais été arrosé pendant tout l'été, donc il a plu peut-être 2 fois. Donc ça, voilà, ça pourrait pousser plus, mais ça a quand même réussi à pousser, quoi. Tu vois, et le maïs a quand même réussi un peu à pousser. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des beaux épis. Bon, c'est du maïs doux, hein. Là je le laisse sécher, on fera des graines avec. Et bon, il est petit, hein, normalement ça peut faire la taille, hein, la double taille, parce qu'il n'y a pas eu d'eau. Voilà. Ça aime bien l'eau quand même. Et là, le régal de cette année, c'est les framboises. Il y a quelques années, j'ai planté plein de framboises ici. Et là, c'est vraiment la première année où ça a commencé à donner à bloc, quoi. Ça, c'est des topinambours pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est une plante, il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a pas besoin de désherber, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. C'est juste ça fait péter un peu certaines personnes. Mais c'est quand même super beau. Voilà, on en voit peut-être, hein. Alors ça pousse tout seul, quoi. C'est assez cool même pour faire des haies assez rapidement. Voilà, je vais pas l'arracher, mais c'est vraiment chouette comme plante, quoi. Ça c'est en cas de pénurie, vous avez des topinambours. Ouais, ça se multiplie le topinambour. Ouais, alors il y en a toujours qui restent, hein, ça fait 4-5 ans. Et là les framboises, c'est un régal, quoi. Il y en a plein. Vous pouvez récoller un peu là-dedans. On a eu énormément de récoltes au printemps. Donc tout le mois de juin, mai-juin, il y a eu plein de framboises. Il y a plusieurs variétés aussi. Il y en avait des grosses, des plus petites, qu'on donnait plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Et je faisais à chaque fois, là, toutes les semaines, je faisais au moins 40 grosses barquettes de framboises que je vendais au jardin. Voilà, les extras, je faisais de la confiture ou des tartes ou des trucs comme ça.
L'air de rien, bon, bah, ça demande de la récolte, hein. Donc j'avais des gens qui sont venus m'aider, soit des bénévoles, soit ma famille, etc. Et donc on a récolté les framboises le matin, juste avant le marché. Et c'était vraiment agréable d'avoir sur les étals quoi, toutes ces framboises. Alors là, j'ai pas laissé beaucoup d'espace entre les rangs. J'ai quand même mis des poteaux, tu vois, avec des câbles là, pour les tenir un petit peu. Et pour récolter, bah, c'est un peu la jungle, quoi, tu vois. Avec des manchons. Bon, c'est un petit peu un délire que j'aime bien. Parfois que ce soit pas forcément ultra facile, mais bon. J'aime bien qu'il y ait, voilà. Alors après au pied, les framboises, pareil, c'est paillé, hein. Bon, il y a de la paille, des feuilles mortes. Et on voit que bah, j'ai pas désherbé du tout les framboises. En fait, il y a les poules qui passent une fois par an. Et si je fais un désherbage pour enlever les plantes vivaces, quoi, les rumex ou les berces, parce qu'il y avait pas mal de berces et de rumex dans le champ avant. C'est des plantes vivaces qui viennent un peu dans les sols très riches en azote ou des sols qui ont été un peu piétinés par des vaches par exemple. Si vous arrivez sur une ancienne prairie avec des vaches en pâture, souvent vous allez avoir beaucoup de rumex ou si ça a été labouré, choses comme ça. C'est des plantes qui ont des racines pivotantes, c'est des grandes racines bien longues comme ça, qui viennent fracturer le sol et elles vont lui redonner une bonne structure, bien aérée, etc. Donc c'est des plantes qui sont plutôt bénéfiques. Et après pour un potager, bah, ça prend le dessus sur tout, quoi. Ça fait des milliards de graines. La berce en plus c'est photosensibilisant. C'est-à-dire que si vous la désherbez en plein soleil, vous pouvez vous brûler. Voilà, faut faire gaffe quand même. Et voilà, j'ai un arrache pivot, c'est une espèce d'outil avec deux grandes dents. On passe comme ça et on enlève la berce, quoi. Et après avec le paillage, oui, ça finit par faire vraiment un sol bah, comme en forêt, quoi. Là il y a une bonne couverture. Et en dessous, ouais, c'est encore humide là. Tu vois. Et là maintenant que les framboises ont bien poussé, bah, Et là, ce que tu as fait là, ça fait déjà 8 ans, c'est ça? ça fait 8 ans. Ouais. D'accord. Et ma question c'était de savoir donc comment tu projettes ça dans 10 ans? On sait que tu vois que ça va en arriver dans 10 ans. Bah, ça dépend de beaucoup de Ouais. choses. Je sais pas, on verra l'année prochaine. Ok. Non, l'idée c'est que les arbres ils continuent à pousser, que moi j'affine mes techniques pour avoir. En fait, là, tous les ans, j'arrive à peu près avec la même surface à vendre plus de légumes, à avoir un chiffre d'affaires plus grand, et à avoir plus à manger, etc. Donc l'idée c'est vraiment que ça continue dans cet objectif-là et de voir un peu jusqu'où on peut aller avec ce petit terrain. Sachant que les arbres vont pousser de plus en plus, les vignes, les petits fruits, tout ça, ça va se renforcer et donc ça fonctionnera beaucoup mieux. Et après, ma technique aussi va s'améliorer. Et l'idée, c'est que pour l'instant, ça fonctionne bien aussi parce qu'il y a pas mal de monde qui viennent m'aider. Et donc de continuer là-dessus parce que ça me plaît bien, du coup, de transmettre tout ce que j'ai expérimenté. Et puis les gens comme ça, on partage, ils m'aident. Ça crée une dynamique assez sympa. Et moi, ça me permet aussi de faire tous mes autres métiers parce que je ne fais pas que du maraîchage. Donc là, c'est avoir le temps de faire le maraîchage, continuer à donner mes cours de méthode Feldenkrais. Là, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute, donc je vais avoir aussi du boulot comme ça. Et on va sûrement acheter un terrain à côté, donc avoir des travaux à faire, etc. Donc D'accord. voilà, il y a toutes ces choses à faire, quoi, voilà. Et donc vous achetez un autre terrain, c'est pour agrandir l'espace de culture ou c'est pour d'autres Alors surtout pour faire une salle, D'accord. pour donner nos cours et tout ça, parce que là on a mis la tente, mais bon, ça serait mieux d'avoir une petite salle pour faire nos cours, etc., quoi. D'accord. Et après, on pourra aussi planter des arbres fruitiers en plus, etc. Tu vois, des noisetiers, des noyers, des choses qui demandent plus de place. Voilà, ça permet de faire évoluer le terrain, quoi. Voilà. Ah, et puis changer, pouvoir tourner un peu. S'il y a un nouvel espace, on peut faire des rotations un peu plus longues. Donc ça, c'est pas mal. Sans avoir l'objectif de travailler plus, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas le temps, en fait. Je fais plein de trucs. Ouais, t'aimerais libérer du temps pour faire d'autres activités. Tu veux pas faire que du maraîchage. Ah non, 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 non. Moi, j'ai plein d'autres trucs à faire aujourd'hui. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir conserver un rythme de travail nécessaire pour produire et avoir assez à manger, etc. Mais pas en faire plus, parce que c'est vrai que je veux rien faire, c'est que je fais plein d'autres trucs, quoi. Donc, il faut garder cette liberté, quoi. Voilà. Une fois que j'étais abonné là-dessus, puis j'ai vu un article sur la ferme du Bec et Loin. C'était leur 2e année de production, un truc comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est génial, ça ressemble un peu
un jardin de mon grand-père, etc., où il y a des trucs partout, etc. Mais là, ça a l'air plus clair. Surtout, j'ai vu le chiffre, j'ai dit, putain, ils sont à 2, il y a moins d'1 hectare et ils tirent un salaire et tout ça. Je me suis dit, oh, putain, c'est... Parce que d'habitude, on vous dit plutôt, il faut prendre 2,5 hectares, puis vous allez en chier grave et tout ça, puis ça va être dur comme métier. Et là, je voyais un truc complètement inverse, puis beau et tout ça, donc je me suis dit, tiens, ça peut être cool. Et du coup, j'ai fait une petite formation de 6 semaines là-bas, au Bec et l'eau. C'était la 2e formation, donc il y a très longtemps. Je sais plus, il y a 7 ans. C'est pas très longtemps, mais voilà, ça m'a bien inspiré. Si on remonte, plus on voit que c'est un peu sec. Comme c'est en pente, l'eau, elle descend. L'eau, malgré qu'il y ait du paillage, des plantes et tout ça, l'eau a toujours tendance à ruisseler, surtout sur le chemin. Là, on voit bien le trou, là. Alors, là, évidemment, j'ai pas fini, donc c'est dommage. Mais on voit que là-haut, selon les variétés, hein, c'est plus ou moins flagrant, mais c'est quand même plus sec. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle une baissière, un petit fossé, là. Comme on a terrassé un petit peu, là, il y a un gars qui est venu, qui m'a creusé un petit trou. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une petite baissière. Elle est petite, hein, mais ici, le sol, il est très filtrant. Du coup, tout l'eau de ruissellement du champ, là, hop, va s'arrêter là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme en montagne. Je vais mettre sûrement un IPN ou 2 planches de bois pour que l'eau, en fait, qui descend, là, flûte. Ça fait quand il pleut beaucoup, ça fait beaucoup d'eau. Qu'elle soit stockée ici, ça va s'infiltrer tout doucement. Et ça va permettre à ces framboises qui sont là, qui sont vraiment plus rachétiques, d'avoir plus d'eau. Et on voit bien la différence, hein, là-bas. Bon, c'est aussi les variétés. Voilà, comme ça. Alors ici, c'est un espace en plus qui est un peu entre les arbres, tu vois, donc ça reproduit un peu le milieu de la framboise. Voilà, comme ça, elles sont pas malades, pas de problème. On peut remonter, hein, ils sont pas encore arrivés les autres. Voilà, tu vois, ça c'est la maison de mon frère. Alors, il a fait plusieurs barques. Bon, ça c'est pas, ça c'est pour récupérer la flotte, mais c'est des grosses cuves là de 1 mètre cube. On a fait un trou, on les a enterrés, on a mis les gros cailloux, la pouzzolane, etc. Donc c'est l'eau de ses douches, machine à laver, vaisselle, etc. Et donc ça passe dans plusieurs bacs avec plein de plantes. Des plantes qui sont au bord des étangs, qui filtrent. Le terrain ici. Ça tombe là-dedans où il y a encore des petits bacs avec d'autres plantes et après ça va dans la petite mare. Alors là, cette mare elle est pas très remplie parce qu'il a fait très très sec. Mais au printemps c'était bien rempli, il y a eu des centaines de milliers de libellules, il y a des tritons, plein de trucs quoi. Et ça c'est une mare qui n'est pas étanchéifiée avec du plastique, c'est juste de l'argile. Et l'air de rien, toute cette eau qui s'accumule ici, ça attire plein de vie et ça aussi, sans filtrer dans le sol, ça évite de la perdre. Donc ce que tu fais ici, on peut dire que c'est de la permaculture? Bah voilà, en fait la permaculture ça s'étend, il y a le jardin, mais aussi moi comment je suis dans le jardin, le système qu'on a, tu vois, on est à plusieurs, il y a mon frère, mes parents, etc. Tout ça fait en sorte que ça rentre dans le cadre de la permaculture. C'est pas juste une plante qui est à côté d'une autre, etc. Tu vois. C'est l'éthique, donc tout le travail du sol, comment on envisage les choses, les matériaux qu'on emploie, etc. Les variétés, tout ça, ça rentre en ligne de compte, quoi. Et après les bâtiments, c'est comment on crée du lien entre toutes les choses, quoi. Toutes les choses, que ce soit chaque plante entre elles, les légumes, les arbres, les fruits, les animaux, les humains, les animaux humains, les bâtiments, comment tout ça on va réussir à connecter le plus possible pour créer une synergie plutôt que des choses qui luttent les unes contre les autres, quoi. Et donc c'est la permaculture, ça s'étend là-dessus, quoi. Donc c'est du maraîchage plutôt avec le cahier des charges agriculture biologique, mais qui s'inspire de tous les principes de la permaculture qui vont pouvoir aller au-delà un petit peu de juste du maraîchage, quoi. Dans l'intégration de les humains, enfin, tout ce que j'ai dit, quoi. Voilà. D'accord. Si ça vous va comme réponse. Ah bah c'est très très bien. Voilà. Et je crois que d'ailleurs ils sont arrivés. Ah oui, là on a une visite. Voilà. Voilà.